Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un atelier qui va être porté justement sur la valeur de l'IA dans votre métier en fait et comment démarrer. Donc l'idée c'est je vais essayer d'être vraiment pas technique. On va vraiment aborder les sujets avec une certaine hauteur. Et puis voilà, l'idée c'est de vous présenter différents cas d'usage, soit qu'on a mis en place chez nous, soit qu'on a mis en place avec des clients. On insistera un petit peu plus sur un cas d'usage bien spécifique parce qu'on verra que là il y a une d'utiliser l'IA, il y a une énorme valeur ajoutée. Donc voilà, avant de commencer, donc, je me présente, moi je m'appelle Alexandre Voland, je travaille chez Axi depuis 13 ans et je suis responsable du pôle donc, infrastructure, donc système réseau cloud et je m'occupe également du pôle intelligence artificielle avec Martin Favier que vous avez pu voir tout à l'heure pendant la plénière. Le premier point que je voulais aborder pour vous introduire un petit peu l'IA, c'est que, alors aujourd'hui on parle peut-être encore au futur, mais ça a déjà vraiment commencé quand on dit que l'IA transformera les besoins. En fait, l'IA est déjà bien implémentée dans la vie quotidienne en général, pas forcément que dans vos entreprises, mais même à titre personnel, j'imagine que vous utilisez déjà l'IA soit en connaissance de cause, soit même sans le savoir, au travers de différentes plateformes et ainsi de suite. Il était important en fait d'expliquer un petit peu ce que l'IA va apporter demain dans le futur. Donc historiquement, avant en fait c'était je devais savoir utiliser un outil. Voilà, je voulais faire quelque chose, ok, je prenais la notice, je parcourais la notice, je regardais comment ça fonctionnait, ainsi de suite, et il fallait que je sois en capacité d'utiliser cet outil. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a besoin de savoir décrire ce que l'on souhaite faire. En fait, je suis plus obligé de savoir utiliser l'outil à 100%, juste de savoir demander à une intelligence artificielle comment je dois utiliser l'outil, c'est suffisant. Et donc, c'est un petit peu aujourd'hui où on en est. Et ce qui est important de savoir, c'est que demain, le système, grâce à l'intelligence artificielle, agira pour moi. Je serai plus en OK, je devrais toujours le demander par des prompts et ainsi de suite, mais au travers d'automatismes, au travers d'IA agentique, les actions vont se faire automatiquement à ma place. Et l'IA, ça ne change pas uniquement les outils, ça change aussi les attentes des métiers. Pourquoi? Parce que d'intégrer de l'IA dans vos processus habituels fait que ça ouvre l'esprit des métiers, de se dire, tiens, aujourd'hui, ça dans mon métier, c'est fastidieux, ça c'est source d'erreur, et plein d'autres facteurs. Et donc, est-ce que l'IA pourrait pas m'aider? Donc, on a vraiment cette roue qui est en train de se mettre en route, où on a de l'intelligence artificielle qu'on va retrouver de plus en plus, et en fait, ça ouvre vraiment l'esprit des métiers au quotidien. L'intelligence artificielle, pour faire l'intelligence artificielle, ça n'a vraiment pas de valeur ajoutée. Ce qu'il faut, c'est, comme l'a dit Martin tout à l'heure dans sa plénière, pour que l'intelligence artificielle soit efficace, il faut qu'on puisse mesurer son retour. Est-ce que vraiment c'est efficace? Est-ce que vraiment il y a eu un intérêt de le mettre? Et donc, chez Axi, on a défini en fait 5 piliers qui permettent de définir justement comment avoir de la valeur avec l'intelligence artificielle. Le premier pilier, et c'est j'imagine celui que vous connaissez déjà tous, soit vous l'utilisez à titre perso ou dans vos entreprises, c'est la génération de contenu, un LLM traditionnel. C'est remettre en forme un document, c'est aide à la rédaction d'emails, c'est faire carrément un bilan d'un document et ainsi de suite. Nous, au commerce, on l'utilise pas mal, notamment pour justement récupérer les appels d'offres et puis récupérer les informations clés assez rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté le plus courant. Le deuxième pilier, c'est l'exploitation de connaissances. Alors ça c'est hyper intéressant, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais est-ce que la notion de RAG, ça parle à certains d'entre vous? Voilà, on est vraiment là-dedans, puisque on a tous des métiers différents, nos entreprises ont toutes des activités différentes, et en fait, être en capacité d'exploiter les connaissances de l'entreprise rapidement, c'est une des fortes valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle. Si moi, dans mon métier, j'ai des mots-clés que l'IA ne comprend pas, au final, alors l'IA cherchera quand même à me répondre, mais en fait, va me répondre avec des choses qui seront complètement en inadéquation avec mes attentes et avec mon métier. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est être en capacité d'exploiter les connaissances de votre entreprise au travers d'outils aidés par intelligence artificielle. Le troisième pilier, c'est l'expérience utilisateur augmentée. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de projets, l'intelligence artificielle a de la valeur
Pourquoi? Parce que ça permet de répondre beaucoup plus vite à des clients. Les situations qu'on rencontre le plus souvent, et j'imagine que vous avez déjà été confronté à ça, c'est aujourd'hui, quasiment tous les supports ont un numéro WhatsApp, tout, que ce soit du support informatique, support métier et ainsi de suite. Vous envoyez un WhatsApp et en fait, ça répond très vite, quelle que soit l'heure de la journée, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numéro WhatsApp a été interfacé avec une intelligence artificielle derrière. Et en fait, ça permet à tout le monde d'être content. L'entreprise est en capacité de couvrir du support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les clients ont une réponse à leurs problématiques à n'importe quel moment de la journée. Donc, et ça permet aussi de, imaginez dans vos métiers, vous avez un client qui vous demande un devis ou un client qui vous demande quelque chose, vous n'êtes pas en capacité de répondre tout de suite parce que soit surchargé, soit en congé et ainsi de suite. Vous risquez en fait de perdre le marché ou le lead, là où si l'intelligence artificielle est en capacité de répondre au moins sur les premiers niveaux, je ne dis pas que ça va répondre de A à Z et vous remplacer dans sa totalité, mais si c'est en capacité de répondre aux questions, peut-être 60-70% des questions les plus courantes, ça va vous permettre de gagner du temps. Le quatrième pilier, ce que nous on appelait des copilotes métiers, en fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on va consommer l'intelligence artificielle au plus proche de votre métier. Et c'est vraiment l'enjeu de l'intelligence artificielle sur 2026 et qui va se poursuivre aussi sur 2027. C'est comment est-ce que je rends l'intelligence artificielle accessible et surtout accessible vraiment nativement dans mes gestes du quotidien. Aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous, certains utilisent Copilot pour Microsoft 365. Oui, donc vous avez vu qu'il y a des agents copilotes qui ont été intégrés directement dans la suite Office et vous n'êtes même plus obligé de passer sur un autre écran pour demander un résumé d'un mail. C'est intégré directement dans votre Outlook. Et le dernier pilier, c'est l'automatisation. On se rend compte que l'intelligence artificielle permet d'automatiser un maximum de choses grâce à des outils de type low-code, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir automatiser complètement des processus métiers sans forcément non plus avoir une connaissance très poussée en informatique, en développement ou en langage de programmation. Le premier cas d'usage qu'on voulait vous présenter, c'est un cas d'usage qu'on a intégré chez nous. Alors, je vais passer très très vite dessus parce que si certains étaient déjà l'année dernière, il avait déjà été présenté. C'est ce qu'on a appelé AskRH. Donc, c'est un petit chatbot traditionnel sur lequel on a indexé les documents, le règlement intérieur de l'entreprise, la convention collective et le code du travail. Et en fait, l'idée, grâce à ce chatbot, c'était de donner aux utilisateurs chez nous, donc toute la partie ressources humaines, management, alors tous les collaborateurs n'y ont pas accès, hein, mais toute personne dans la sphère du management peut y accéder. Et en fait, l'idée derrière, c'est j'ai une question à poser, puisqu'un collaborateur me pose une question. Plutôt qu'à chaque fois d'aller embêter les personnes de ressources humaines en disant tiens, j'ai cette demande, qu'est-ce que je peux répondre? L'idée, c'était de pouvoir donner un petit peu d'autonomie aux managers en leur permettant de poser la question directement au chatbot. Et en fait, le chatbot va récupérer dans le règlement intérieur l'information. S'il ne l'a pas, il va dans la convention collective. Et s'il n'a pas, il va dans le code du travail. Et voilà, l'idée, c'était de pouvoir faire gagner du temps aux ressources humaines et leur redonner un petit peu de bande passante pour se concentrer sur le métier de ressources humaines. Et non pas juste parce que, imaginez, moi, en tant que manager, je n'ai pas forcément envie de prendre le temps d'aller lire les documents, de synthétiser, ainsi de suite. À chaque fois, le réflexe simple, c'était je renvoie aux ressources humaines. L'idée, c'était d'être aussi plus réactif pour nos collaborateurs. Et en fait, on se rend compte, si on reprend les 5 piliers que j'ai décrits tout à l'heure, c'est un projet en fait qui touche 4 des 5 piliers. On n'a pas d'automatisation, puisque on n'avait pas besoin, mais on est vraiment sur quelque chose de la donnée qui est structurée, issue de l'entreprise. Ça donne de la réactivité. C'est au plus proche des métiers. Pourquoi? Parce que c'est directement intégré dans nos outils qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire Teams. En fait, moi, je lance Teams, soit je peux parler avec des collaborateurs, ou soit je peux parler avec des chatbots. Le deuxième cas qu'on voulait vous présenter, alors c'est un cas qui est assez nouveau chez nous, on l'a appelé Whitbet. L'idée derrière, c'est venu en discutant post-café avec la personne chez nous qui gère les mails, qui gère les mails de contact@unis.fr, contact@axi.fr, ça arrive dans la même boîte mail. Et en fait, on s'est rendu compte que cette personne, sur cette boîte mail, en fait, passait une dizaine de minutes par jour et en fait, n'avait aucune valeur ajoutée
à lire le mail et le traiter, parce qu'en fait, elle ne le traite pas, elle le redirigeait directement au service concerné. Dessus, des fois, on reçoit des factures de fournisseurs, des fois, on reçoit des candidatures, des fois, on reçoit des demandes de formation des clients, et ainsi de suite. Et en fait, elle prenait le mail, elle lisait vraiment en diagonale et elle routait au service concerné. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit agent d'intelligence artificielle qui va récupérer le mail dans sa globalité, donc l'objet, le contenu du mail, les pièces jointes. Et en fait, l'idée derrière, c'était de faire un scoring et puis de pouvoir classer automatiquement le mail et le rediriger automatiquement au métier. Et donc, en fait, c'est pas un gros gain de temps. Quand, si vraiment je vais vous donner les chiffres juste après, mais on est autour de 10 minutes par jour. Donc en fait, 10 minutes par jour, on se dit, bon, est-ce que ça valait le coup vraiment? Par contre, quand on raisonne 10 minutes par jour fois 218 jours travaillés dans l'année, ben, en fait, ça fait un peu plus de 5 jours de travail. Donc en fait, ça libère l'équivalent d'une semaine de travail à la collaboratrice pour justement se reconcentrer sur des tâches sur lesquelles elle a une plus forte valeur ajoutée plutôt que juste de rediriger des mails. Et ça nous a aussi permis en fait, d'être plus réactifs vis-à-vis des demandes de formation de nos clients, parce qu'on a un service qui est dédié à la formation. En fait, là, le fait qu'une demande de formation arrive directement à la collaboratrice en charge de piloter les formations fait qu'on est en capacité de proposer des dates beaucoup plus rapidement. On peut aussi anticiper l'organisation de sessions et ainsi de suite. Le troisième cas qu'on a mis en place, alors celui-là, on va passer assez rapidement dessus, c'est ScanFact. On est plusieurs collaborateurs en fait, chez Axi à voyager beaucoup et on a pas mal de notes de frais. Et à chaque fin de mois, c'était assez long de se connecter sur l'application, de saisir nos notes de frais, envoyer les justificatifs, et ainsi de suite. Et en fait, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'avoir directement une appli mobile qui est interfacée à notre système d'information existant, puisqu'il faut savoir, c'est que derrière, on a un logiciel qui a déjà été développé. On ne pouvait pas repartir de zéro sur ce logiciel-là. Et en fait, on a intégré une appli mobile qui est en capacité de scanner donc les factures, que ce soit ticket de caisse, facture d'hôtel, et ainsi de suite, et de pré-remplir automatiquement pour le collaborateur la date, le montant hors taxe, le montant TTC, et ainsi de suite. Comme on fait une photo, on envoie aussi le justificatif directement sur le système. Et en fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les personnes scannent directement et la saisie est automatique. Donc ça, c'est pareil. C'est un cas qui avait été présenté l'année dernière un peu plus en détail, d'où le fait, je passe rapidement dessus. Par contre, sur ces cas-là, si vous souhaitez vraiment échanger de façon plus approfondie, pendant les temps de pause, je reste disponible et n'hésitez pas. Et le cas sur lequel je voudrais qu'on insiste un petit peu plus aujourd'hui, alors c'est un cas, il n'a pas de nom, parce que le projet, en fait, c'était le refactoring d'une application qu'on avait développée en interne chez nous, pardon. C'est une application qui, alors je ne sais pas s'il y a des développeurs d'applications ou qui connaissent les langages, ça avait été développé à l'époque en JWT, pardon. Techno qui aujourd'hui est totalement obsolète. On n'a plus aucune connaissance chez nous en interne. Mais pourtant, elle est toujours utilisée en production. Pourquoi? Parce que elle fonctionne, certes avec ses bugs, mais elle fonctionne. Donc, nos utilisateurs continuent de l'utiliser, mais pour être transparent avec vous, à chaque fois, on croisait un petit peu les doigts quand il y avait un problème sur cette plateforme parce qu'on ne savait pas trop comment on aurait pu la redémarrer si il fallait repartir vraiment de zéro. Donc, le contexte de cette application, comme je vous l'ai dit, hein, application en production chez nous, et pour le coup, non maintenue. Plus aucune connaissance technique. Aucun développeur chez nous n'avait la connaissance. Plus aucune connaissance fonctionnelle. Pourquoi? Parce que seul à peu près 30% de l'application était encore utilisée en production. Mais pour ces 30%, on était incapable de la décommissionner. On avait encore une utilisatrice qui l'utilisait. C'est sur elle qu'on s'est reposé. Vous verrez pourquoi j'introduis cette notion-là, parce que ça a été hyper intéressant pour la suite. Donc, encore utilisé, je le précise, donc par notre utilisatrice, mais au travers de gestes réflexes. C'était vraiment des gestes habituels. On lui avait dit, quand tu dois faire ça, tu cliques là, tu fais ça, et sans forcément comprendre le fonctionnement dans sa globalité. Et pour être transparent avec vous, il y avait même un bug dans cette application. L'utilisatrice, en fait, devait cliquer 3 fois. Donc, il y avait vraiment la pop-up d'erreur qui affichait. Au bout de la 3e fois, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionnait. Donc,
D'où le fait de se dire, on va reprendre cette application. Et quand on a voulu la reprendre, à l'époque, zéro documentation. Donc, on partait vraiment dans la pire des situations, parce qu'une appli en prod, plus maintenue, ancienne techno, et zéro doc. Et l'objectif qu'on avait derrière, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour réécrire le code de l'application. On a une équipe de développeurs chez nous. Martin expliquait ce matin une centaine de personnes. Donc, ils savent très bien développer, pas dans cette techno. Mais l'idée, c'était de se dire, bah, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour reprendre l'application, la réécrire dans un langage dont les développeurs chez nous peuvent reprendre la maintenance, peuvent faire l'évolution et ainsi de suite, et donc remettre l'application au service. Et la première étape qu'on a demandé à l'intelligence artificielle, ça a été, est-ce que c'est possible de nous rédiger déjà une doc technique et fonctionnelle? Comme je l'ai dit, on partait vraiment sans rien. C'était l'objectif. Conserver la base de données existante. On ne voulait pas faire, dans un premier temps, évoluer l'application. On voulait juste être en capacité de reprendre la main sur ce qui fonctionnait chez nous. Donc, on ne voulait pas changer la structure de base. Et vous verrez, en fait, ça, je l'introduis, puisque dans la conclusion, on verra que ça a été une notion qui nous aura permis, en fait, de pouvoir faire des comparaisons entre l'ancienne appli, qui était encore fonctionnelle, et la nouvelle. Et donc, par la suite, pouvoir ensuite assurer la maintenance et l'évolution de l'application. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un bug qui était historique. Une fois qu'on avait repris l'application, l'idée, c'était aussi d'être en capacité de le corriger. Comment est-ce qu'on a répondu à ce besoin? Dans un premier temps, chose toute simple, c'est qu'on a récupéré le code source de l'application. On a récupéré la structure de la base de données, sans les données, attention, on voulait vraiment garder justement cette anonymisation et ainsi de suite. Et on l'a donné à une intelligence artificielle. On lui a dit, tiens, dans ce dossier, voilà les sources de l'appli, dans ce dossier, voilà la structure de la base de données. Analyse tout ça et déjà, dis-moi ce que tu comprends. Donc l'IA nous a ressorti certaines choses. Et à la fin, on lui a dit, OK, ça pourrait être bien maintenant que tu me génères directement une doc technique et fonctionnelle de cette application. Je n'aurai pas le temps là de vous la montrer. Par contre, si vous souhaitez en off, en dehors de la présentation, la voir, on peut la partager, hein, il n'y a rien de secret. Mais ce qui est hyper intéressant dans cette doc fonctionnelle, c'est que le système a été en capacité de détecter que cette application, à travers une web app, allait interagir avec une autre brique de notre système d'information. Et là, pour le coup, le développeur qui a travaillé sur le sujet, lui, ne le savait même pas. C'est une ancienne appli qui a été décommissionnée chez nous. Donc, quand je vous expliquais qu'on a gardé l'application parce qu'il y a encore 30% qu'on utilise chez nous, en fait, il y avait dans les 70% des fonctions non utilisées, cette brique qui interagissait avec une autre partie. Et le développeur, au début, était surpris. Enfin, il s'est quand même demandé, attention, c'est quoi cette appli voilà, de là, elle s'appelait JUnit. Donc, il est venu voir son manager en disant, mais je comprends pas, le truc me dit que il y a une web app avec JUnit. Et en effet, c'était la réalité. C'est juste que c'était plus utilisé. Et donc, ça a fait gagner énormément de temps aux développeurs pour ne serait-ce que comprendre cette application, comment est-ce qu'elle était articulée dans notre écosystème du système d'information. Et pour la doc technique, c'est pareil. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile, hein, mais il a été en capacité de dire c'est développé en tel langage, avec tel framework, et ainsi de suite. Ce qui a permis justement de gagner beaucoup de temps. Donc, ouais, comme je vous disais, génération de la doc technique et fonctionnelle. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été de dire, bah, OK, donc en discutant avec l'intelligence artificielle, en lui disant, OK, tu as le code source, tu as la base de données, il y a une doc technique et fonctionnelle que tu viens de me générer. Bah maintenant, moi, je voudrais la mettre dans ce langage-là, donc du React, du Spring Framework, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu me proposes? Comment est-ce que toi, tu ferais pour convertir cette application dans la cible que je te demande? Et donc, on a demandé à l'IA de générer des plans d'exécution. Donc, avant de les jouer, vraiment de les générer, comme ça, le développeur est en capacité de dire, OK, ça vaut le coup, oh, là, c'est un peu limite, non, ça, on va le retravailler, ça, c'est une trop grosse étape, on va la redécouper, et ainsi de suite. Et donc, l'IA était en capacité de sortir un plan. Et derrière, en fait, on a pu jouer le plan étape par étape, ce qui a permis, en fait, par des mécanismes de développement traditionnels, de pouvoir dire, OK, voilà, maintenant j'ai une application, je vais la mettre à dispo de la seule utilisatrice chez nous qui utilisait encore cette application.
pour qu'elle puisse tester et qu'elle puisse voir un petit peu, est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce que, vu que tu es la seule utilisatrice de cette plateforme, est-ce qu'il y a des choses qui te choquent et ainsi de suite. Et donc, on lui a mis les fonctionnalités au fur et à mesure où l'IA livrait les features et on lui demandait, fais-nous un retour, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des choses à changer et ainsi de suite. Ensuite, donc en fonction de ces retours qu'on pouvait donner à l'IA directement, et l'IA régénérait des nouveaux plans, des nouvelles corrections et ainsi de suite. Et puis en fait, par ce jeu d'itération, à la fin, en fait, on a été en capacité de remettre en prod l'application telle qu'elle avait été réécrite par l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, vraiment, le développeur chez nous n'a pas du tout appris le langage de programmation GWT qui avait été utilisé historiquement. Le nouveau code, il est en capacité de le lire, de le faire évoluer, ainsi de suite. Mais on ne lui a pas demandé de réapprendre quelque chose. Et donc, le bilan de ce projet, alors, il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on a été en capacité de reprendre la main sur cette application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit bug, alors c'était pas un très gros bug, hein, il fallait cliquer 3 fois et on ne sait pas pourquoi la 3e fois ça fonctionnait. Ça a été corrigé. On a pu le corriger, donc expérience utilisateur grandement améliorée. On a été en capacité d'avoir la rétro-documentation. Donc, ce qui permet maintenant, s'il faut refaire évoluer l'application, s'il faut la remettre entre les mains d'une autre équipe ou même d'un autre développeur, il se connecte sur le Git, il voit les docs qui ont été générés, ça lui permet de se familiariser rapidement avec l'application. La même base de données commune, et c'est là où c'est hyper intéressant. Pourquoi? C'est que dans la phase de recette, avec l'utilisatrice, comme on est vraiment sur la même base de données avec les mêmes données, elle était en capacité d'avoir ces 2 écrans et de pouvoir comparer des choses qui étaient comparables. On n'a pas demandé à l'IA de faire évoluer l'appli, on lui a juste demandé de la réécrire. Et donc pour elle, c'était entre guillemets hyper rapide. Ok, d'habitude je vais sur mon écran des commandes, je clique dessus, je vais sur le nouvel écran des commandes, je vérifie si les chiffres sont bons en fonction des différentes sélections et ainsi de suite. Et là vraiment dans le cadre du refactoring d'application en elle-même, être en capacité de conserver cette structure de base de données et que dans le nouveau langage de programmation, l'IA était en capacité d'aller créer les classes, tout ce qui allait bien pour pouvoir consommer cette base de données en l'état sans la modifier, ça a été une force. Et le temps de mise en place, voilà, alors vous n'avez pas l'application sous les yeux, donc c'est vachement dur de se projeter, mais ça a été 6 jours hommes de travail. Et alors, si ça parle à certains, en termes de tokens, on est à 80 millions de tokens d'intelligence artificielle consommés. Ce qui peut paraître beaucoup, mais quand on voit un petit peu comment sont calculés les tokens, c'est très raisonnable. Si on ramène ça sur un ratio coût au million de tokens versus les tokens consommés, on est sur un petit peu plus de 500 €. Quand on prend les modèles de chez Anthropic, vraiment les plus performants, orientés sur le développement. Et alors, ça, c'est à mettre en parallèle avec un chiffre qu'aujourd'hui, en interne, on est incapable de chiffrer. Le refactoring de l'application a été fait en 6 jours. Si on n'avait pas eu l'intelligence artificielle, en combien de temps on l'aurait écrit? Et là, aujourd'hui, on est incapable de le dire. Parce qu'en fait, même le développeur ne sait pas le dire. Il ne connaissait pas le langage, il ne connaissait pas l'application, il ne connaissait rien. Donc, en fait, là, comme ça, à la louche, on est incapable de dire quel est le temps qui a été gagné. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est conséquent. Parce que si certains développent parmi vous, vous vous rendez bien compte que le temps de comprendre le fonctionnement d'un langage, de comprendre sa syntaxe, et ainsi de suite, rien que ça, c'est un certain temps. Maintenant, vous, dans vos métiers, comprendre une application, à quoi elle sert, quelle est sa place dans l'écosystème global, ça prend aussi du temps. Donc voilà, 6 jours, 80 millions de tokens à mettre en face d'un nombre qu'on est aujourd'hui incapable de chiffrer, mais on sait que c'est plutôt performant. Et je vais quand même terminer le bilan parce que bon, c'est super, ça a fonctionné. Par contre, il y a quand même quelques petites limites à savoir, c'est que déjà, tout le code qui a été régénéré a été relu par les développeurs de chez nous. Pourquoi? Parce que l'IA, en fait, on s'est rendu compte que par défaut, l'IA va aller au plus simple. Elle ne va pas forcément faire le code le plus performant, elle ne va pas forcément faire le code le plus organisé, et ainsi de suite.
du moins tant qu'on ne lui demande pas. Mais au départ, en fait, c'était vraiment, ça allait au plus simple, au plus rapide. On se retrouvait avec du React et c'était des pages qui étaient vides. Et en fait, on s'est rendu compte que le développeur avait vraiment toute sa place avec l'intelligence artificielle pour être en capacité à la fin d'avoir une application qui soit optimale et déployable sur nos infrastructures. C'est je le mets dans le côté point d'attention, mais ça n'en est pas forcément un, c'est le binôme utilisateur technique, donc le développeur chez nous, avec l'utilisateur fonctionnel a été hyper intéressant. Pourquoi alors? Et c'est pour ça que c'est dans les limites, c'est qu'au départ, l'IA avait compris qu'il y avait un système de bons de commande grâce aux tables. Donc, on avait des entêtes de commande, mais elle n'avait pas compris en fait qu'il y avait des lignes de commande qui dépendaient de ces entêtes. Et quand on a donné l'application première, enfin, le développeur au début, lui, voit la fonctionnalité, oh, super, j'ai des bons de commande et ainsi de suite. Je peux créer des bons de commande. Il n'a pas forcément cherché à mettre des produits dans sa commande. Et en fait, quand il l'a livré à l'utilisatrice, en première version, tout de suite, elle a dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Déjà, je n'ai pas les produits. Et puis, quand je veux mettre un produit dedans, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, le fait de travailler en binôme avec le développeur et l'utilisatrice fonctionnelle chez nous, c'est vraiment ce qui a permis aussi d'aller vite. Si on l'avait donné que au développeur livré en version finale, je pense que les itérations auraient pris beaucoup plus de temps. Et on le met toujours aussi dans les points d'attention, ces risques de vulnérabilité. Ce n'est pas parce que l'IA a généré le code qu'il faut prendre le modèle tel quel, il faut prendre les librairies telles quelles, les protocoles de communication tels quels. C'est intéressant d'aller les challenger aussi avec les équipes sécurité que vous pouvez avoir chez vous. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, tout bêtement, que en passant les images qui étaient générées, de temps en temps, l'IA utilisait des librairies soit qui étaient, où il y avait des CVE qui avaient été publiés dessus, soit dépréciés, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'IA va au plus simple. D'où le fait, en fait, d'apprendre aussi de cette expérience et de se dire qu'il faut vraiment contextualiser votre projet pour que l'IA soit toujours en capacité de respecter ce contexte. Et le développeur, en fait, a fait évoluer son contexte au fur et à mesure. Et demain, s'il devait repartir sur un nouveau projet de ce type-là, il sait déjà, en fait, comment guider l'IA dès le départ pour ne plus avoir justement ces méfaits. Et alors, juste comme ça, pour terminer, pour info de l'application d'origine, voilà à quoi elle ressemblait. Et voilà celle qui a été générée par l'IA. Et pour le coup, je vous ai dit, on partait vraiment avec la consigne on fait du 1 pour 1. Donc, c'est pour ça que ça ressemble vachement. Par contre, l'IA était en capacité de dire, OK, je vois à peu près ce que tu faisais avant. Par contre, si on prend cette disposition-là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus modernes. Nous, la seule chose qu'on lui a donnée, c'est les codes couleurs. Les codes couleurs qui avaient changé dans l'entreprise. D'où le fait en fait d'avoir ces codes couleurs qui sont différents. Mais en fait, sur la disposition, c'est l'IA qui, pour le coup, a vraiment pris l'initiative de dire tiens, les menus en haut, c'est quand même assez dépassé, on va repasser sur un menu sur la gauche, et ainsi de suite. Et puis après, bon, comme on est sur des composants web aussi beaucoup plus modernes, c'est aussi comme ça qu'on se retrouve avec cette interface qui est quand même beaucoup plus, entre guillemets, sexy. J'en ai terminé avec les cas d'usage métier. Bon, merci. Merci à vous.